Montaigne, des cannibales. Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, et qu'il eut constaté l'organisation de l'armée que les Romains envoyaient contre lui, il déclara : Je ne sais quelle sorte de barbares ce sont là, car les Grecs appelaient ainsi tous les peuples étrangers. Mais la disposition de l'armée que je vois n'est certainement pas barbare. Les Grecs en dirent autant de celle que Flaminius fit passer en leur pays, et Philippe lui aussi, observant d'une hauteur l'ordonnance et la disposition d'un camp romain installé en son royaume sous Publius Sulpicius Galba. On voit qu'il faut éviter d'adopter les opinions courantes, et qu'il faut en juger non en fonction des idées reçues, mais sous l'angle de la raison. J'ai eu longtemps, auprès de moi, un homme qui avait vécu 10 ou 12 ans dans cet autre monde qui a été découvert en notre siècle, à l'endroit où Villegagnon touche à terre, et qu'il baptisa la France antarctique. Cette découverte d'un pays immense semble importante. Mais je ne puis garantir qu'on n'en fera pas d'autres à l'avenir, car bien des gens plus qualifiés que nous se sont trompés à propos de celle-ci. J'ai bien peur que nous ayons les yeux plus grands que le ventre, et plus de curiosité que nous n'avons de capacité. Nous embrassons tout, mais nous n'étreignons que du vent. Platon fait dire à Solon qu'il l'aurait lui-même appris des prêtres de la ville de Saïs en Égypte, que jadis, avant le déluge, il y avait une grande île nommée Atlantide, au débouché du détroit de Gibraltar, et qui était plus étendue que l'Afrique et l'Asie ensemble. Et les rois de cette contrée, qui ne possédaient pas seulement l'île en question, mais s'étaient avancés en terre ferme, si loin qu'ils régnaient sur toute la largeur de l'Afrique jusqu'en Égypte, et sur toute la longueur de l'Europe jusqu'en Toscane, entreprirent d'aller jusqu'en Asie et de subjuguer toutes les nations qui bordent la Méditerranée jusqu'à la mer Noire. Et que pour cela, ils traversèrent l'Espagne, la Gaule, l'Italie, jusqu'en Grèce où les Athéniens les combattirent. Mais quelque temps après, les Athéniens, et eux et leur île Atlantide, tout fut englouti par le déluge. Il est assez vraisemblable que ces extrêmes ravages commis par les eaux aient amené des changements surprenants à la configuration de la Terre. On considère par exemple que la mer a séparé la Sicile d'avec l'Italie. Ces terres, dit-on, se sont séparées dans une violente confusion, alors qu'elles ne formaient qu'un seul continent. Virgile, Énéide. De même, Chypre s'est séparée d'avec la Syrie. L'île de Bède avec la terre ferme de la Béotie. Ailleurs, la mer a fait se rejoindre des terres qui étaient séparées, comblant de limon et de sable les fosses qui se trouvaient entre les deux. Et un marais qui fut longtemps stérile et battu par les rames, nourrit maintenant les villes voisines et supporte la lourde charrue. Horace, Art poétique. Mais il ne semble pas que cette île Atlantide soit ce nouveau monde que nous venons de découvrir, car elle touchait presque l'Espagne, et ce serait un effet d'inondation incroyable que de l'avoir fait reculer ainsi de plus de 1200 lieues. D'autant que les navigateurs modernes ont déjà presque acquis la certitude que ce nouveau monde n'est pas une île, mais de la terre ferme, et même un continent, attenant à l'Inde orientale d'un côté, et aux terres qui sont sous les pôles de l'autre, ou que s'il en est séparé, ce n'est que par un si petit détroit qui ne mérite pas d'être appelé île pour cela. Il semble qu'il y ait des mouvements dans ces grands corps, comme dans le nôtre, les uns naturels, les autres fiévreux. Quand j'observe l'effet de ma rivière Dordogne de mon temps sur la rive droite de son cours, et que je constate qu'en 20 ans, elle a tant gagné sur la terre, et qu'elle a sapé le fondement de plusieurs bâtiments, je vois bien que c'est là un mouvement extraordinaire, car si elle était toujours allée à ce train, ou si elle devait se comporter ainsi à l'avenir, l'aspect du pays en serait complètement bouleversé. Mais ces mouvements sont sujets à des changements. Tantôt la rivière se répand d'un côté, tantôt elle se répand de l'autre, et tantôt encore elle se restreint à son cours. Je ne parle pas des inondations soudaines, dont nous comprenons les causes. En Médoc, le long de la mer, mon frère, le sieur d'Arsac, voit soudain une de ces terres ensevelies sous les sables que la mer vomit devant elle, et seul le fait de certains de ces bâtiments se voit encore. Ces fermes et ces domaines se sont changés en packages bien maigres. Les habitants du pays disent que depuis quelque temps, la mer s'avance si fort vers l'intérieur qu'ils ont perdu 4 lieues de terre.
Ces sables sont comme son avant-garde, et nous voyons de grandes dunes de sable mouvant progresser à une demi-lieue en avant de la mer et gagner sur le pays. L'autre témoignage de l'Antiquité avec lequel on peut mettre en rapport cette découverte d'un nouveau monde est dans Aristote, si du moins ce petit livre intitulé Des merveilles inouïes est bien de lui. Il y raconte que certains Carthaginois s'étaient lancés pour la traversée de l'océan Atlantique, au-delà du détroit de Gibraltar. Après avoir navigué longtemps, ils avaient fini par découvrir une grande île fertile, entièrement couverte de forêts, arrosée par de grandes et profondes rivières, et fort éloignée de toute terre ferme, et qu'eux-mêmes et d'autres depuis, attirés par la richesse et la fertilité des terres, allèrent s'y installer avec leurs femmes et leurs enfants. Les seigneurs de Carthage, voyant que leur pays se dépeuplait peu à peu, défendirent expressément à quiconque, sous peine de mort, d'aller là-bas, et en chassèrent les récents habitants, craignant, à ce que l'on dit, qu'avec le temps ils ne viennent à se multiplier tellement qu'ils ne finissent par les supplanter eux-mêmes, et ne ruinent leur état. Ce récit d'Aristote ne s'accorde pas non plus avec ce que l'on sait des terres nouvellement découvertes. Cet homme qui était à mon service était simple et fruste, ce qui est une condition favorable pour fournir un témoignage véridique, car les gens à l'esprit plus délié font preuve de plus de curiosité et remarquent plus de choses, mais ils les commentent, et pour faire valoir leur interprétation et en persuader les autres, ils ne peuvent s'empêcher d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous rapportent jamais les choses telles qu'elles sont vraiment, mais les sollicitent et les déforment un peu en fonction de la façon dont ils les ont vues. Et pour donner du crédit à leur jugement et vous y faire adhérer, ils ajoutent volontiers quelque chose à leur matière, l'allongent et l'amplifient. Au contraire, il faut disposer comme témoin soit d'un homme dont la mémoire soit très fidèle, soit d'un homme si simple qu'il ne puisse trouver lui-même de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fallacieuses et qui n'ait là-dessus aucun préjugé. C'était le cas du mien. Et pourtant il m'a fait voir à plusieurs reprises des matelots et des marchands qu'il avait connus pendant son voyage. C'est pourquoi je me contente de cette information-là, sans m'occuper de ce que les cosmographes disent sur la question. Il nous faudrait des topographes qui nous fassent une description précise des lieux où ils sont allés. Mais parce qu'ils ont cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils en profitent toujours pour nous donner aussi des nouvelles de tout le reste du monde. Je voudrais que chacun écrive ce qu'il sait, et pas plus qu'il n'en sait, sur tous les sujets, car tel peut avoir quelque connaissance ou expérience particulière d'une rivière ou d'une fontaine, et ne savoir sur tout le reste rien de plus que chacun en sait. Mais malheureusement, pour exposer son petit domaine, il entreprend généralement de réécrire toute la physique. Et ce travers génère de graves inconvénients. Pour revenir à mon propos, et selon ce qu'on m'en a rapporté, je trouve qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en ce peuple, sinon que chacun appelle barbarie ce qui ne fait pas partie de ses usages. Car il est vrai que nous n'avons pas d'autres critères pour la vérité et la raison que les exemples que nous observons et les idées et les usages qui ont cours dans le pays où nous vivons. C'est là que se trouve, pensons-nous, la religion parfaite, le gouvernement parfait, l'usage parfait et incomparable pour toute chose. Les gens de ce peuple sont sauvages, de la même façon que nous appelons sauvages les fruits que la nature produit d'elle-même communément, alors qu'en fait ce sont plutôt ceux que nous avons altérés par nos artifices, que nous avons détournés de leur comportement ordinaire, que nous devrions appeler sauvages. Les premiers recèlent, vivantes et vigoureuses, les propriétés et les vertus vraies, utiles et naturelles, que nous avons abattardis dans les autres, en les accommodant pour le plaisir de notre goût corrompu. Et pourtant, la saveur et la délicatesse de divers fruits de ces contrées, qui ne sont pas cultivés, sont excellentes pour notre goût lui-même et soutiennent la comparaison avec ceux que nous produisons. Il n'est donc pas justifié de dire que l'art l'emporte sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tellement surchargé la beauté et la richesse de ces produits par nos inventions que nous l'avons complètement étouffée. Et partout où elle se montre dans toute sa pureté, elle fait honte ô combien à nos vaines et frivoles entreprises. Et le lierre vient mieux de lui-même, et l'arbousier croît plus beau dans les lieux solitaires, et les oiseaux, sans art, ont un chant plus doux.
Properce. Malgré tous nos efforts, nous ne parvenons même pas à reproduire le nid du moindre oiselet, sa texture, sa beauté et son utilité, pas plus que le tissage de la moindre araignée. Toutes les choses, dit Platon, sont produites ou par la nature, ou par le hasard, ou par l'art. Les plus grandes et les plus belles par l'une ou l'autre des deux premiers, les moindres et les moins parfaites par le dernier. Ces peuples me semblent donc barbares, parce qu'ils ont été fort peu façonnés par l'esprit humain, et qu'ils sont demeurés très proches de leur état originel. Ce sont encore les lois naturelles qui les gouvernent, fort peu abattardis par les nôtres. Devant une telle pureté, je me prends parfois à regretter que la connaissance ne nous en soit parvenue plus tôt, à l'époque où il y avait des hommes plus qualifiés que nous pour en juger. Je regrette que Lycurgue et Platon n'en aient pas eu connaissance, car il me semble que ce que nous pouvons observer chez ces peuples-là dépasse non seulement toutes les représentations par lesquelles la poésie a embelli l'âge d'or et tout le talent qu'elle a déployé pour imaginer une condition heureuse pour l'homme, aussi bien que la naissance de la philosophie et le besoin qu'il a suscité. Les anciens n'ont pu imaginer un état naturel aussi pur et aussi simple que celui que nous constatons par expérience, et ils n'ont pas pu croire non plus que la société puisse se maintenir avec si peu d'artifices et de liens entre les hommes. C'est un peuple, dirais-je à Platon, qui ne connaît aucune sorte de commerce, qui n'a aucune connaissance des lettres, ni aucune science des nombres, qui ne connaît même pas le terme de magistrat, et qui ignore la hiérarchie, qui ne fait pas usage de serviteurs, et qui ne connaît ni la richesse ni la pauvreté, qui ignore les contrats, les successions, les partages, qui n'a d'autre occupation que l'oisiveté, nul respect pour la parenté autre qu'immédiate, qui ne porte pas de vêtements, n'a pas d'agriculture, ne connaît pas le métal, pas plus que l'usage du vin ou du blé. Les mots eux-mêmes de mensonge, trahison, dissimulation, avarice, envie, médisance, pardon, y sont inconnus. Platon trouverait-il la République qu'il a imaginée si éloignée de cette perfection ? Voilà les premières lois qu'est donnée la nature. Virgile, Géorgique. Au demeurant, ils vivent dans un pays très plaisant et bien tempéré, de telle sorte que, au dire de mes témoins, il est rare d'y voir un homme malade. Ils m'ont même assuré qu'ils n'en avaient vu aucun de tremblant, ou aux yeux purulents, ou édentés, ou courbés de vieillesse. Ils se sont établis le long de la mer, et sont protégés du côté de la terre par de grandes et hautes montagnes. Entre les deux, il y a environ 100 lieues de large. Ils disposent en abondance de poissons et de viande, qui ne ressemblent pas du tout aux nôtres, et les mangent sans autre préparation que de les cuire. Le premier qui conduisit un cheval, bien qu'il les ait déjà rencontrés au cours de plusieurs autres voyages, leur fit tellement horreur dans cette posture qu'ils le tuèrent à coups de flèche avant même de l'avoir reconnu. Leurs cases sont fort longues et peuvent abriter 200 ou 300 âmes. Elles sont tapissées d'écorces de grands arbres. Un de leurs côtés touche terre, et elles se soutiennent et s'appuient l'une l'autre par le faîte, comme certaines de nos granges, dont le toit descend jusqu'à terre et sert de mur. Ils ont un bois si dur qu'ils s'en servent pour couper, en font leurs épées et des grilles pour cuire leur nourriture. Leurs lits sont faits d'un tissu de coton et suspendus au toit, comme ceux de nos navires. Chacun a le sien, car les femmes ne dorment pas avec leurs maris. Ils se lèvent avec le soleil et mangent sitôt après pour toute la journée, car ils ne font pas d'autre repas que celui-là. Ils ne boivent pas à ce moment-là, comme Suidas l'a observé aussi chez certains autres peuples en Orient, qui boivent en dehors des repas. Ils boivent plusieurs fois par jour, et beaucoup. Leur boisson est faite avec certaines racines et à la couleur de nos vins clairets. Ils ne la boivent que tiède, et elle se conserve 2 ou 3 jours. Elle a un goût un peu piquant, ne monte pas à la tête, et bonne pour l'estomac. Elle est laxative pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, mais c'est une boisson très agréable pour ceux qui s'y sont accoutumés. En guise de pain, ils utilisent une certaine matière blanche, semblable à de la coriandre confite. J'en ai fait l'essai. Le goût en est doux et un peu fade.